Bonjour tout le monde, merci à vous d'être présents ce matin, ce lendemain des ouvertures des terrasses et des restaurants. Vous êtes quand même présents avec nous. Merci encore. Ce matin, donc, je suis avec mon camarade Cyril de Commanders Act pour vous parler du tracking server-side qui devient incontournable ces derniers temps. Donc, on va vous présenter en détail cette particularité du tracking. Cyril, si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Hop. Juste pour vous donner quelques éléments sur le webinaire de ce matin. Donc, le webinaire va être enregistré. Vous allez le recevoir par mail en format replay. Vous pourrez poser vos questions sur la partie de droite. Il y a une partie questions auxquelles on répondra à la fin. Et vous pouvez utiliser également le chat pour engager la conversation. On essaiera de répondre au maximum. Donc, il y a des personnes qui vont nous accompagner pour répondre au fur et à mesure pendant le webinaire, et on répondra également sur le dernier quart d'heure de cette matinée. Donc, on va se présenter rapidement. Cyril. Pour ma part, je suis Christophe Bosquet, je suis le fondateur de Definity, cofondateur Definity, donc depuis un peu plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Et Cyril, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Cyril Manache, je suis responsable avant-vente chez Commanders Act depuis bientôt un an. Enchanté. Donc, pour présenter Definity et Commanders Act, je vais te laisser commencer, Cyril. Oui, alors Commanders Act, vous nous connaissez souvent sous le nom de Tag Commander, qui était le premier produit qu'on a lancé. Et au fur et à mesure des années, on a essayé de lancer de nouveaux produits tels que Trust Commander, Mix Commander, Data Commander. Aujourd'hui, on se positionne sur le marché comme une Customer Data Platform, dans ce cas précis, en mode SaaS, en intégrant nativement, bien sûr, le consentement grâce à Trust Commander. Donc, on est sur le marché depuis 10 ans. Et on compte à notre actif environ 450 clients. Le server-side, c'est une thématique qu'on connaît. On opère cette problématique depuis près de 5 ans, autant sur l'univers applicatif que sur l'univers web. Je vais te laisser la parole, Christophe. Et donc, Definity, on existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Notre métier, c'est l'acquisition digitale. Donc, on est spécialiste de l'acquisition digitale. Historiquement, avec la partie affiliation dont on va parler ce matin, la liaison de l'affiliation et du server-side. Mais on accompagne depuis maintenant pas mal d'années également sur différents niveaux d'expertise, sur le SIA, sur le SMO, donc tout ce qui va être social ads, l'influence avec une plateforme d'influence dédiée qu'on a lancée il y a plusieurs années, les nouveaux médias, et tout ce qui est stratégie drive to store et accompagnement des points de vente physiques sur le digital. Donc là, ce matin, on va parler plus particulièrement de la liaison entre le tracking qui est surtout utilisé pour l'affiliation et le server-side et les évolutions de ce tracking ces 20 dernières années. Donc, si on attaque dans le plan de la matinée, on va avoir, comme je disais, le fonctionnement de l'environnement de tracking. Donc, on va regarder comment, jusqu'à présent, les environnements de tracking pouvaient fonctionner, quelles étaient les solutions qui existaient, les évolutions qui ont été mises en place ces dernières années, et en particulier depuis 1 an et demi, où il y a eu pas mal de changements, que ce soit des changements légaux ou des changements techniques. Et comment, dans le cas de Definity, on a suivi ces évolutions depuis 20 ans. Et le server-side, sur lequel Cyril va rentrer plus en détail pour présenter le concept du server-side, présenter en particulier sur Commanders Act le fonctionnement, qui est un des fonctionnements de server-side le plus abouti. Et on va terminer avec des cas d'application du server-side. On verra qu'il existe déjà plusieurs enseignes, plusieurs annonceurs qui ont commencé à le mettre en place, de voir concrètement comment ça peut servir. Donc, si on commence par le fonctionnement de l'environnement de tracking, aujourd'hui, l'environnement de tracking, il est principalement, donc la manière des solutions historiques, c'est principalement sur 3 axes. On parle des third party cookies, du first party cookie et du fingerprint. Donc, c'est vraiment les 3 moyens
qui peuvent être utilisés depuis plusieurs années pour faire du tracking ou du suivi d'actions. Depuis un an et demi, et surtout depuis l'annonce de Google au mois de mars 2020, on voit souvent des articles qui disent c'est la fin des cookies, les cookies sont morts. Il faut bien différencier, justement, ça va être un des points de la présentation, les third party cookies et les first party cookies. Ce qui est touché par Google, c'est les third party cookies. Les first party cookies aujourd'hui continuent à fonctionner. Donc, pour bien comprendre la distinction entre les deux, le principe du third party cookie, c'est un cookie qui va être lisible sur un domaine qui n'est pas forcément celui sur lequel vous êtes en train de naviguer. Donc, si par exemple il y a un script qui est présent, donc un script on va prendre le cas de Definity, qui est avec le domaine de Definity qui est présent sur votre site web, le script va lire les cookies Definity. On ne pourra lire que les cookies de Definity à partir du moment où il est sur ce domaine. Donc là, on va être dans un environnement cookie tiers parce que on va lire des cookies sur un site web qui n'est pas celui sur lequel on est. Le first party cookie, la distinction, c'est qu'on va lire les cookies uniquement du site web sur lequel on est. Donc, on va avoir accès en first party cookie uniquement aux cookies qui sont avec la même extension, le même nom de domaine que le site sur lequel on est en train de naviguer. Donc, dans l'exemple, on a siteannonceur.com, on est en train de naviguer dessus. Même s'il y a un sous-domaine avec cookie.siteannonceur.com qui est utilisé, ça permettra d'accéder aux cookies de siteannonceur.com. Donc, on est soit dans un environnement on accède à des cookies déposés à l'extérieur du site, mais qui sont accessibles quand même, ou on est dans un domaine unique. Donc, ça, c'est vraiment la distinction qui peut exister dans les cookies. Alors après, il existe aussi les secondes parties cookies, mais qui sont assez peu utilisés, ou en tout cas, c'est vraiment une autre partie, donc on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais au niveau des cookies, on est vraiment sur deux grandes typologies, c'est les third et les first. Ce qui est touché depuis un an et demi, c'est vraiment la partie third party cookie, et on va revenir en détail juste après. Et le fingerprint, lui, est une action qui ne consiste pas à écrire sur le navigateur. Un cookie, pour pouvoir le lire, il faut l'avoir déposé. Donc, on va avoir une action d'écriture sur le poste de l'internaute, donc une action d'écriture sur le navigateur de l'internaute. Le fingerprinting, lui, le principe, c'est de faire une empreinte digitale de cet internaute. Donc, on va récupérer des informations sur le navigateur de l'internaute. Donc, ces informations vont être la liste des plugins, vont être le type exact du navigateur, la plateforme sur laquelle il est, est-ce que c'est sur PC, est-ce que c'est sur Mac, les polices qui sont utilisées. Donc, on va avoir tout un ensemble d'éléments qui vont être accessibles. La récupération de l'ensemble de ces éléments vont permettre de créer une variable, un identifiant, qui, quand on récupère l'ensemble de la chaîne, permet d'identifier un internaute unique à 98%, pardon. Donc, on est sur une donnée qui, là, pour le coup, est un peu moins fiable, mais qui permet quand même d'identifier un internaute. Donc, ça, c'est les solutions historiques qui peuvent exister. Maintenant, si on regarde les avantages et les inconvénients, ou en tout cas les distinctions qu'il peut y avoir, c'est que on a vu que la partie third party cookie, c'était facile à poser, c'était facile à partager parce que on le pose à un endroit et on peut le lire à un autre endroit à partir du moment où on a un script qui va permettre d'y accéder. Donc ça, c'est le côté plus, c'est le partage d'informations des third party cookies. Le côté négatif du third party cookie, c'est que du coup, on est dans la limite du respect des données privées. C'est qu'à partir du moment où on va pouvoir faire ce partage d'informations entre plusieurs sites, entre plusieurs univers, le respect des données privées est moins en place. Donc ça, c'est vraiment ce qui existait avant. Le first party cookie, qui a commencé quand même à être utilisé depuis plusieurs années, lui, va être accessible uniquement, va être accessible sur tous les navigateurs web. On va voir après avec les changements technologiques, mais qui va être fermé à un contexte, donc au contexte du domaine d'un site web ou d'un annonceur. Et donc, le côté négatif de ce contexte fermé, c'est qu'il n'y aura pas de partage de données avec d'autres sites web.
Donc, l'avantage, c'est qu'il respecte quand même plus les données privées, vu qu'on reste enfermé dans un contexte. Et le fingerprint, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'action d'écriture sur le terminal de l'utilisateur. Le côté négatif, comme je disais juste avant, on est à 98% de fiabilité, donc on a une plus faible précision de la donnée que le cookie et une durée de vie qui va être plus limitée parce qu'un internaute fait vivre son navigateur, le fait évoluer avec des nouveaux plugins, avec des nouvelles polices. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau changement, cet identifiant unique va changer. Donc, on a une durée de vie plus limitée. Donc, en général, quand on parle de fingerprint, autant avec un cookie, on va parler d'une fenêtre d'attribution ou d'une portée qui va être souvent de 30 jours. Quand on parle de fingerprint, en général, on est plutôt sur une portée de 3 jours parce qu'au-delà de 3 jours, la donnée devient moins fiable. Donc ça, c'est vraiment les plus et les moins de ces solutions. Maintenant, on va voir les évolutions qui ont pu exister sur les dernières années. Donc, les principales évolutions de l'environnement de tracking, il y a eu celles qui sont des évolutions techniques. Donc, on peut voir qu'il y a déjà maintenant un an et demi, Apple a été le premier à ouvrir le bal avec le blocage des cookies tiers. Donc, Apple a commencé sur Safari à bloquer les cookies tiers et à limiter même les cookies first party avec au démarrage une limite à 7 jours et ensuite une limite à 24 heures. Donc, dans les annonces qui ont été faites depuis un an et demi, 2 ans par les navigateurs, Apple a été le premier sur Safari. On arrête les cookies tiers, on bascule en first party uniquement. First party, la fenêtre d'attribution devient plus limitée. Deuxième annonce, Chrome, comme je disais tout à l'heure, l'année dernière, qui a fait des annonces de changement avec, il y a un an, au mois de mars l'année dernière, ils ont annoncé qu'ils, dans 2 ans, ils bloqueront les cookies tiers. Donc, ça nous amène au mois de mars 2022 qui approche. Donc, Chrome supprimera la possibilité d'utiliser les cookies tiers dans son navigateur. Ils ont fait d'autres changements au fur et à mesure. Je reviendrai dessus juste après, qui concerne le fingerprint. Firefox a commencé, mais de la même manière que Edge de Microsoft ont également commencé en s'appuyant sur le même principe, de faire des blacklists de domaines, des blacklistages de domaines. Donc, il y a des domaines pour lesquels il n'est pas possible de faire de cookies tiers. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une version hybride par rapport à Safari. C'est qu'ils ne bloquent pas tous les cookies tiers. Ils bloquent certains cookies tiers s'ils sont avec des domaines d'une blacklist. Donc, Edge s'appuie exactement sur la même blacklist que Firefox. Donc, ça a été mis en place il y a un peu plus d'un an sur ces navigateurs-là. Donc, ce qui vraiment annonce la fin. Donc, il reste Chrome encore quelques mois, mais vraiment la fin des cookies tiers. Donc, il faut vraiment passer sur d'autres modèles parce que dans un an, les cookies tiers ne seront plus du tout accessibles et plus du tout pratiques pour pouvoir faire de la mesure d'action et de suivi. Ensuite, on a, donc on parlait de la solution first party. Donc là, on parlait des cookies tiers, pardon. Sur la solution first party, on voit qu'il y a aussi un autre impact de ces dernières années, de ces derniers mois, c'est que pour pouvoir faire du first party cookie, on reste toujours dépendant de scripts et de pixels qui sont posés sur le site. Ce qui veut dire qu'on est dépendant de l'environnement de l'internaute. Si c'est un internaute qui a mis en place du blocage de cookies, qui est possible sur son navigateur, ou qui utilise des adblockers, donc il existe tout un ensemble de types d'adblockers ou de paramétrage d'adblockers, on devient aussi dépendant de ces paramétrages-là pour pouvoir faire de la mesure avec le first party cookie. Donc, il y a quand même un risque. Le first party cookie n'est pas la solution à tout, techniquement, parce qu'il y a vraiment un risque sur cet environnement technique des internautes. Ensuite, l'autre changement concernant le first party cookie, c'est qu'il y a des nouvelles directives CNIL qui sont applicables depuis le 1er avril 2021, qui sont un peu les prémices de l'e-privacy qui sera au niveau européen. Donc là, les directives CNIL qui s'appliquent uniquement en France, obligent à obtenir le consentement avant toute opération d'écriture et de lecture et de cookies et autres traceurs. Donc, même si on est en first party cookie, les directives de la CNIL font rentrer le first party cookie, cette action dans les obligations de consentement.
Donc après, on ne va pas rentrer ce matin dans les détails d'exemption de toute cette partie-là, parce que c'est pas l'objectif de cette session. Après, on est à vos dispositions pour échanger dessus. Du côté Affinity, on a dû organiser une quarantaine de webinaires depuis 1 an sur le sujet, donc on est assez armé pour vous accompagner sur cette partie-là. Mais en tout cas, dans les impacts concernant les solutions de mesure, le first party cookie est impacté par cette partie-là. Donc, ça devient un outil de pilotage des investissements qui est un peu moins précis. Ensuite, si on regarde les impacts sur le fingerprint, donc là, on a vu les impacts des évolutions techniques et des évolutions légales sur les cookies. Sur le fingerprint, on a un impact qui est l'annonce de Google qui a, donc, comme je disais, le fingerprinting est basé sur des identifiants qui sont lus sur le terminal de l'utilisateur, donc les polices, le user agent qui permet de savoir exactement le type de navigateur. Google a annoncé l'année dernière que dans les mois à venir, ils allaient bloquer l'accès aux données du user agent. Donc, ce qui voudra dire que le fingerprint sera encore moins fiable, étant donné que il comportera moins d'identifiants, moins de données qui feront l'identification unique de l'internaute. Et le deuxième impact, c'est comme je disais juste avant avec la CNIL, les directives de la CNIL ne concernent pas les actions uniquement d'écriture sur le terminal utilisateur, mais également les actions de lecture sur le terminal utilisateur. Et ces actions concernent dès qu'on fait du fingerprinting, c'est la lecture, donc on est également concerné par la CNIL. Donc, si on regarde ces évolutions rapidement qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années, à la base, il y a 20 ans, le tracking Affinity, le fonctionnement, c'était du cookie tiers, un identifiant utilisateur qui était posé dans ce cookie, un identifiant de provenance qui était posé dans ce cookie, ce qui nous permettait on pose un cookie au moment où on clique sur un lien, on arrive sur le site de l'annonceur, on a un pixel qui est présent sur ce site qui lit le cookie en format cookie tiers, donc en third party cookie, qui permet de récupérer l'identifiant de l'utilisateur et l'identifiant de provenance. Donc, l'identifiant de provenance, c'est la source dont provient l'utilisateur. Donc ça, c'était le fonctionnement de base en 2000. Si on regarde les évolutions qui ont pu exister par la suite, donc si tu peux passer à la slide d'après. En 2011, il y a eu la mise en place d'une fingerprinting parce que les adblockers ont commencé à devenir de plus en plus présents. Et donc, du coup, pour pouvoir pallier au blocage des cookies, au blocage des scripts, le fingerprinting a été mis en place, ce qui permettait de ne pas avoir forcément besoin de cette pose de cookies, d'avoir un identifiant qui était lu par le fingerprinting. Donc ça, c'était un palliatif sur la première attaque contre les cookies tiers. Donc ça, c'était en 2013. Si on regarde en 2014, on a rajouté d'autres éléments qui permettaient, donc via le site annonceur directement, de pouvoir suivre le multipoint, de pouvoir suivre le niveau d'engagement de l'internaute. Donc ça, c'est une action qu'on avait mis en place et qu'on utilise depuis largement, qui permet de savoir est-ce que l'internaute était déjà passé par le site de l'annonceur avant de passer par un affilié. Donc, ce qui permettait de faire la différence entre un nouveau visiteur et un visiteur qui était avec qui l'affilié le faisait revenir. Et en particulier pour les sites de bon plan et de bons de réduction, de savoir est-ce que l'internaute était déjà en train de faire une action sur le site annonceur pour mettre des produits dans son panier, sortez pendant cette navigation pour aller chercher un code de réduction, revenir et finaliser la commande. Et donc, ce suivi d'engagement nous permet de différencier est-ce que c'est le site de bon de réduction qui a généré la visite ou est-ce que le site de bon de réduction est venu pendant le process d'achat. Donc ça, c'est toutes les actions qu'on avait commencé à mettre en place en 2014 qui ont fait évoluer largement le suivi et qui reposaient sur des scripts présents sur le site annonceur et donc non pas uniquement sur les logiques de cookies déposés au moment du clic. Et le postback URL qui étaient les prémices, et là tout à l'heure Cyril va rentrer dans le détail, les prémices du server-side qui étaient nécessaires sur les applications mobiles parce que les applications mobiles
étant donné que c'est pas des navigateurs, hein, c'est vraiment des applications fermées, il n'y a pas de cookies, donc c'est d'autres formes de tracking, et donc le server-side était déjà mis en place sur les applications mobiles. 2018, impact RGPD, fin de l'ID utilisateur. Donc on a totalement arrêté de faire le suivi sur les utilisateurs. On a fait un suivi uniquement sur la provenance. Donc c'est une forme de cohorte. En fait, on a créé des cohortes par provenance d'utilisateurs, ce qui permet de totalement sortir de l'identification d'un utilisateur pour faire le suivi. Donc ça, c'était en 2018. Et dernièrement, passage de first party. Donc c'est à partir de 2020, on a vraiment accéléré sur le passage de first party. Et donc l'environnement, on va dire actuel, même si on va voir qu'après il a encore évolué en 2021. L'environnement 2020 était first party cookie, le fingerprinting encore utilisé pour pallier le blocage à 24 heures de Apple. L'ID de provenance et plus d'ID utilisateur pour totalement respecter la logique RGPD de ne plus avoir d'ID utilisateur, le multipoint, le niveau d'engagement et post-back URL. Donc ça, c'est la façon dont on a fait évoluer notre système. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire évoluer par la suite avec tous les changements qu'on a pu voir. Et donc là, je vais laisser la parole à Cyril et je reviendrai juste après pour vous montrer comment on a intégré ces évolutions dans les outils de mesure Affinity. Merci Christophe. Donc là, je vais prendre la parole pour vous présenter en fait le server-side, donc qui est l'évolution naturelle de ce que montrait Christophe, et de vous expliquer, de vulgariser au maximum pour vous montrer qu'est-ce que ça fait, à quoi ça ressemble. Donc, je vais commencer tout simplement par une première définition. Définition du server-side. Le server-side permet d'alimenter les tags sans les implémenter sur les pages de votre site directement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tag qui sera disposé et posé directement sur le domaine du client, parce que toutes les données seront renseignées et envoyées aux partenaires via des logiques de hits. Donc, les hits, c'est des appels de serveur à serveur. Donc, pour que ce soit plus concret, je vais vous montrer un petit schéma. Donc, dans l'approche client-side, qui est l'approche un peu classique, donc ce qu'on fait habituellement, ce que vous faites aussi hein, avec votre TMS, donc là, en l'occurrence, on va se baser sur l'exemple de Tag Commander. Donc, on est sur le domaine du client, donc le domaine monsite.com. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer un conteneur Tag Commander. Donc, ce conteneur va contenir des tags partenaires. Et en fonction de certains événements, de certaines pages sur lesquelles on se trouve, certaines caractéristiques ou n'importe quoi, on va déclencher les tags des partenaires. Donc, dès que le tag du partenaire sera déclenché, son tag sera nourri avec des variables issues du data layer. Je n'ai pas représenté ici parce que voilà, on va rester simple, mais voilà, tous les éléments captables et nécessaires à l'alimentation du tag partenaire seront alimentés et il y aura une logique d'interfaçage où le tag partenaire ira directement se nourrir avec les variables directement disponibles sur le site du client. Dans une logique server-side, il va y avoir une petite évolution, c'est-à-dire qu'on va rajouter ici le serveur, un serveur entre. Donc, c'est-à-dire que on va plus être sur un seul domaine, qui est le domaine du client, hein, mon site. On va passer sur 3 domaines. Donc, notez ici que toutes les opérations de traitement, d'alimentation et de déclenchement ne seront pas sur le site, mais se feront via des requêtes. Donc, ce qui va se passer, c'est dès que le visiteur fait des actions particulières sur le site, donc on voit une page, exactement pareil qu'en client-side, hein, on voit une page, faire un événement particulier ou à certaines caractéristiques ou peu importe, le client, le serveur du client, va déclencher un hit vers le serveur Tag Commander. Et donc, ce qui va se passer à partir de là, c'est que ce hit va intégrer plusieurs variables. Donc, toutes ces variables-là seront ensuite intégrées dans Tag Commander qui aura déjà prévu en fait, et paramétré de fournir telle variable à tel partenaire. Et donc, issu du serveur Tag Commander, on déclenchera des hits directement vers le serveur de chacun des partenaires avec les variables et événements nécessaires pour nourrir chacun des partenaires.
J'ai mis 3 exemples ici, qui sont domaine Google, domaine Facebook et domaine Criteo, dans la logique où, en fait, le client envoie un seul gros hit et ce hit-là sera redispatché vers des solutions avec les infos nécessaires pour chacun des partenaires. Au niveau des différences maintenant entre client-side et server-side, l'idée est que la première différence, c'est au niveau de l'opération. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, en client-side, tout se passe en front-end, donc c'est-à-dire sur le domaine du client. Donc, toutes les opérations de traitement, d'enrichissement, de déclenchement des solutions partenaires se fera directement sur le site du client. En server-side, tout se fera justement en back-end. Donc, c'est-à-dire que rien ne sera plus visible sur le domaine du client parce que tout sera déclenché du serveur du client au serveur Commanders Act, puis du serveur Commanders Act au serveur de chacun des partenaires. En termes d'interfaçage, d'objectifs, pardon, la logique reste, c'est une continuité. Hein. Dans la logique en client-side, les tags s'interfacent avec le domaine du client. Donc, vont s'interfacer pour aller se connecter et récupérer des données. En server-side, on est plus dans une logique de traitement. Donc, on va utiliser la donnée pour aller la retraiter et aller nourrir directement les tags. Donc, plus aucun partenaire n'aura de possibilité d'être présent sur le site du client. Il va se nourrir uniquement des données qu'on va lui envoyer. Au niveau de la visibilité du code, c'est un découlement. En client-side, le code est complètement visible et par contre, en server-side, il est complètement invisible. Donc, il n'y a plus de data layer public. Donc, plus de possibilité d'aller regarder les données, les paramètres de navigation d'un internaute, ses caractéristiques, etc. Tout sera côté serveur. On vient du coup une logique de sécurité. Le client-side est moins sécurisé de par cette visibilité qu'auront tout le monde sur le data layer du client. Dans une logique server-side, on sera complètement sécurisé. Donc, toutes les opérations de traitement, toutes les informations qui pourraient transiter par le site ne seront plus justement visibles sur le site, mais seront directement injectées de serveur à serveur. Et enfin, au niveau des langages, qui est une des grandes différences, c'est qu'en client-side, forcément, les tags fonctionnent dans une logique HTML, CSS, JavaScript, tout ce qui concerne les langages disponibles sur le domaine du client. En server-side, on va avoir beaucoup plus de variété de langages. Donc, on va pouvoir travailler en PHP, en ASP, mais aussi, et d'autres langages, hein, mais aussi toujours utiliser le JavaScript pour rester sur quelque chose de connu. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de travailler en TMS avec Tag Commander, par exemple, et qui travaille habituellement avec ses tags partenaires qui va déclencher en fonction de telle façon, tout ça en JavaScript, aura bientôt la possibilité de le faire exactement de la même manière pour le server-side. Donc, l'idée, c'est que de ce point de vue-là, le server-side n'est pas plus compliqué que le client-side. Les avantages maintenant, hormis tous ceux que je viens de citer, donc, et qui est en fait une synthèse de ce que je viens de citer. Donc, la qualité de la donnée, bien sûr, sachant que la collecte, elle se fait directement sur le serveur, on n'a plus de risque de perte de données, de perte de tracking ou autre chose qui peut arriver, notamment via des logiques d'adblocker ou des choses comme ça. Donc, on restera sur la donnée très fiable qui sera envoyée directement au partenaire. Bien sûr, induit pour le client un meilleur contrôle de ses données, hein, bien sûr, sachant que c'est lui qui déclenche le hit avec les informations qu'il souhaite envoyer, il aura un contrôle total sur ses données. Un autre avantage aussi du server-side, c'est les performances. Bien sûr, sachant qu'on n'a plus de conteneurs, on n'a plus de tags déposés sur le site pour partenaires, plus de tags partenaires déposés sur le site qui viendraient potentiellement ralentir les performances du site. Là, ici, on n'aura plus rien et il n'y aura que des hits qui seront envoyés et déclenchés vers les serveurs. Donc, un gain potentiel assez important en termes de performance du site. La maintenance des plans de marquage sera effectivement plus simple de ce point de vue-là, parce que en server-side, on reste sur une idée d'une URL qui contient toutes les variables envoyées à ce moment-là.
Donc, de savoir à quel moment on la déclenche sera beaucoup plus facile que de savoir, de paramétrer de façon complexe quel tag sera déclenché en fonction de quel élément, avec quelle variable, etc. Donc, le plan de marquage seront bien sûr beaucoup plus faciles. Et enfin, ça c'est l'un des points principaux, c'est la sécurité et le respect de la vie privée. On parle ici de la visibilité des données, donc les caractéristiques du client, son identifiant, son âge, sa CSP, voilà, toutes les infos qui pourraient potentiellement être disponibles dans un data layer ne seront plus. Donc, un grand gain en termes de sécurité de ce point de vue. Après, l'idée, c'est pourquoi pas avant. Donc, pourquoi on vous parle de server-side aujourd'hui, si c'est si bien que ça pourquoi? Alors, en fait, la première raison, c'est ce dont Christophe parlait en début de présentation, c'est-à-dire la fin des cookies tiers. Avec la fin des cookies tiers, ça va devenir de plus en plus difficile pour un partenaire de tracer le comportement des internautes sur le site du client. Donc, ça va devenir même impossible dans l'idée où l'ITP, notamment en l'occurrence, bloque déjà les cookies tiers. Et donc, le tracking on-site du client est virtuellement impossible. Donc, l'idée du server-side vient aider et aider de la meilleure des façons cette logique de fin des cookies tiers. Il y a aussi l'idée que les ad bloqueurs empêchent les solutions tierces de partager, d'obtenir des informations. Donc, pourquoi pas avant? Avant, on avait ce confort des cookies. Maintenant et à l'avenir, on ne l'aura plus. Et l'idée aussi, c'est que, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, le server-side induit un petit changement en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va devoir rajouter un serveur entre le domaine du client et les partenaires. Et donc ça nécessite un petit changement d'infrastructure qui peut, s'il n'y a pas de lien en face, bien sûr, être un peu inutile à mettre en place dans l'immédiat. Mais voilà, du fait de la fin des cookies tiers, des adblockers et de tous les éléments qui viennent perturber le tracking propre, le server-side va s'imposer comme quelque chose d'indispensable. Maintenant, les prérequis. En fait, les prérequis pour mettre en place le server-side, c'est assez simple. L'idée, c'est tout simplement, et c'est assez logique, c'est la possibilité de pouvoir envoyer des hits server-side. Et donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est que le server-side, à la différence du client-side où on déposait un gros conteneur, on avait un data layer avec beaucoup de données, etc., le server-side ne ressemblera plus qu'à une seule URL. Une seule URL contenant toutes les variables qu'on va utiliser pour aller nourrir les solutions partenaires. Et de ce fait, il va falloir que le client, en l'occurrence, soit en mesure de pouvoir nourrir toutes ces variables au sein de l'URL pour pouvoir les envoyer et donc pouvoir les valoriser chez les partenaires. Donc, le premier prérequis, c'est de pouvoir envoyer des hits en server-side. Le second prérequis, c'est d'avoir des partenaires éligibles. Donc, l'idée, c'est tout simplement des partenaires capables de recevoir des hits en API, via API, pour pouvoir valoriser les données directement chez eux. À date, il n'y a pas tous les partenaires, hein, bien sûr, qui sont capables de faire du server-side. On peut parler, par exemple, aujourd'hui de l'exemple de Facebook, qui commence à de plus en plus presser le marché pour partir sur une logique de server-side. Et Infinity aussi, bien sûr, qui va travailler en server-side et qui a la possibilité, déjà les possibilités de le faire. Mais tous les partenaires ne sont pas encore éligibles au server-side à date. Il y a aussi, comme je le disais encore une fois, l'idée que dans une logique server-side, on rajoute une brique, on rajoute un élément. Et de ce fait, il va falloir prévoir un potentiel surcoût. Un surcoût qui est juste incarné par la charge serveur, que le serveur qui va recevoir les données server-side va supporter. Et donc, de ce point de vue-là, il y aura un double flux. Un flux interne, donc les entrants, des données que vous, clients, allez envoyer au serveur,
et les données sortantes, donc c'est-à-dire les données que le Tag Commander enverra vers les partenaires. Donc un double flux, et donc prévoir un surcoût pour le server-side. Par contre, pour pallier dans un premier temps à tous ces prérequis pour rentrer sur une logique server-side, il y a bien sûr plusieurs possibilités et plusieurs éléments qui nous permettent de nous dire on ne bascule pas de A à B. Le server-side n'est pas antinomique avec le client-side, bien au contraire. La plupart de nos clients, même l'ensemble de nos clients à date, travaillent dans une logique double. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler à la fois en client-side sur 99% de leurs partenaires et 1% de leurs partenaires pour un seul test sera en server-side. Et donc, de ce fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir utiliser des setups dits hybrides. Le premier, c'est l'idée d'envoyer des requêtes en hybride. Et dans ce cas-là, en fait, on a la possibilité chez Tag Commander de déposer un seul tag. Et ce tag unique va collecter pour vous en fait toutes les données et envoyer les hits server-side pour d'ores et déjà commencer à aller nourrir les partenaires dans une logique server-side. Donc, vous avez de ce fait-là pas du tout besoin de changement en termes de disponibilité de vos données. Vous pouvez rester sur un environnement client-side, mais pour vous mettre un premier pied à l'étrier, vous pouvez intégrer cette logique hybride où vos partenaires seraient nourris en client-side, mais tout ce qui restera sur votre site restera nourrir vos partenaires en server-side, pardon, et tout ce qui restera sur le site sera en client-side. Donc ça, ce serait d'envoyer des requêtes en mode hybride. La deuxième possibilité, c'est bien sûr d'utiliser à la fois server-side et client-side, comme je le disais, parce que la plupart de nos clients combinent les deux. Donc, c'est non seulement conseillé, mais c'est surtout une bonne pratique et c'est surtout indispensable. Parce que dans la mesure où tous les partenaires ne peuvent pas faire du server-side, il va falloir forcément pouvoir les nourrir en client-side. Et enfin, le troisième argument, c'est de commencer par tester un seul partenaire. Et en fait, dans cette logique-là, je vous parlais tout à l'heure de double flux. Un hit entrant de votre part et plusieurs hits sortants de chez Tag Commander. En testant un seul partenaire, il y aurait un hit entrant et un hit sortant. Et donc, en termes de facturation et de charge sur le serveur, ce serait moindre. Et aussi un deuxième élément qui serait de déposer d'utiliser le server-side, comme le font déjà plusieurs de nos clients, d'utiliser le server-side uniquement sur un événement, sur un moment de la navigation de l'internaute. Par exemple, sur sa page de confirmation. Donc, c'est-à-dire que quand l'internaute fait sa navigation sur le site, on ne déclenche pas de hit, mais au moment où l'internaute fait une conversion, on va déclencher un hit. Et de ce fait, tous les hits qui pourraient potentiellement arriver au moment où l'internaute fait sa navigation ne seraient pas envoyés. Et le seul hit qui sera envoyé serait celui au moment de la conversion. Et donc, beaucoup moins de charge. Donc, l'idée, c'est que on reste dans l'idée qu'il n'y a pas un monde avant et un monde après. Aujourd'hui, on est sur quelque chose d'hybride. Donc, vous avez plusieurs possibilités de tester le server-side sans prendre aucun risque, en fait. Donc voilà, via toutes ces possibilités qu'on a. Je vais enfin finir par des cas d'application. Donc, je vous parlais de nos clients, de ce qu'ils faisaient, des choses, etc. On va maintenant entrer dans quelque chose d'un peu plus concret. Le premier cas d'application, c'est sur le mobile. Donc, je vous disais qu'on utilisait du server-side à la fois sur desktop et sur mobile. Sur les applications mobiles, en fait, c'est sur cette technologie du server-side que repose notre outil Tag Commander, en fait, depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est-à-dire que Tag Commander dépose ce qu'on appelle un SDK Lite sur l'application mobile du client. Et donc, de ce point de vue-là, le SDK de Tag Commander est la seule solution qui sera déposée sur l'application du client. Et ce SDK-là va aller nourrir toutes les informations de data layer et les informations de conversion, va aller nourrir directement les partenaires en server-side. Donc, l'idée, c'est que les solutions des partenaires ne soient plus déposées sur l'application, mais directement appliquées
utilisé et nourri via du server-side. Voilà ce qu'on fait déjà sur application mobile depuis déjà plusieurs années. Le deuxième cas d'application, c'est bien sûr sur desktop. On a déjà certains clients qui travaillent pas mal et de plus en plus en server-side. Hein. Tout le monde a commencé dans cette idée-là, de se dire on teste un partenaire, on voit comment ça se passe. On teste sur un élément de la navigation, on voit comment ça se passe. Et au fur et à mesure, étendre. Donc voilà, on a aussi pas mal de clients qui travaillent sur des logiques de travailler uniquement et volontairement sur la page de conversion seulement, parce que c'est sur cette page de conversion que les données les plus sensibles transitent. Et donc de ce fait-là, en se disant que en utilisant le server-side uniquement sur les endroits les plus sensibles de la page, eh ben, on va pouvoir bénéficier de toute cette sécurité qu'apporterait un setup en server-side. Voilà. Et on va finir par un dernier cas d'application. Et là-dessus, je vais passer la parole à Christophe, parce qu'on va parler concrètement de ce qui se passe chez Efinity. Merci Cyril. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, entre 2000 et 2020, on a fait pas mal évoluer notre tracking pour justement prendre en compte tous ces changements RGPD, les adblockers et les différents dispositifs. Sur 2021, le grand changement qui a été mis en place, c'est de ne plus avoir deux phases. Il y a eu de ne plus avoir à déposer les cookies au moment du clic, qui ensuite redirige vers le site annonceur, mais vraiment de poser les cookies au moment de l'arrivée sur le site annonceur. Comme fonctionnent tous les systèmes d'analyse d'audience et de mesure d'audience, ce qui permet de rentrer dans une analyse qui est vraiment fermée à votre site web en tant qu'annonceur, du coup de plus avoir les fameux écarts dont on entend parler depuis très longtemps entre les outils de tracking et les outils analytics. C'est que là, du coup, on est dans des analyses qui sont en phase à partir du moment où on utilise la même méthodologie. Donc déjà, ça, c'est un changement fondamental qui nous a permis de ne plus avoir à être dépendant d'actions de pose de cookies ou autre qui est fait avant l'arrivée sur le site de l'annonceur, ce qui est fait par les solutions de tracking traditionnelles, mais vraiment de faire des actions de lecture et d'écriture sur le terminal utilisateur uniquement quand on est fermé spécifiquement sur le site de l'annonceur. Donc déjà, ça, c'est un premier changement fondamental et qui nous amène à une version, la version hybride dont parle Cyril, c'est qu'on va avoir ces actions-là donc de pose de cookies en logique first, uniquement sur le site de l'annonceur et plus en amont, qui vont nous permettre de continuer à faire ces actions de suivi du multipoint, du niveau d'engagement dont je parlais tout à l'heure, tout ça dans une logique de cohorte, donc les fameuses ID de provenance. Donc on va avoir un suivi par rapport aux sources et non pas par rapport à un identifiant utilisateur. Donc, on est vraiment dans cette logique de cohorte pour dire tous les internautes qui proviennent de cette source-là, voilà les actions qu'ils font, et non pas cet internaute, quelles sont les actions qu'il fait. Donc, c'est vraiment des logiques différentes, mais qui permettent de prendre en compte la logique privacy en fait des internautes. Ça, c'est pour avoir le suivi on va dire, de l'analyse d'audience. Et ensuite, le suivi des actions. On va venir le compléter par du server-side, donc l'équivalent des post-back URL qu'on utilisait, le jargon qu'on utilise dans l'univers du terminal mobile. On va utiliser la même chose dans l'univers du web traditionnel, du e-commerce web. Donc, on va avoir ce server-side qui va nous remonter les données. Donc, on ne sera plus présent sur la page de confirmation de paiement. On va vraiment pouvoir être appelé après coup. L'avantage de cet appel après coup, alors on a mis quelques logos de partenaires avec qui on est déjà passé en server-side chez Efinity pour la remontée d'informations. Donc, sur SNCF, Oscaro, Shopnium. Donc, Shopnium, on est plus dans un univers mobile comme Cao Cao. Atlas Formen, on est sur un univers web. Sur SNCF, l'avantage, c'est qu'on est sur les deux. Le côté server-side a permis de faire justement de rassembler les ventes faites sur le web et les ventes faites sur l'application mobile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la projection pour la suite. Si on regarde ce qu'apporte cette évolution, Cyril, si tu veux bien passer la slide d'après. Stop. Les perspectives, c'est que cette logique de remontée d'informations en server-side
va permettre de faire un contrôle. Comme le disait Cyril, c'est que vous allez protéger les données, tout le monde ne pourra pas être présent sur votre site et encore moins sur la page de confirmation de paiement. Donc, il va y avoir un contrôle et enrichissement des données possibles avant transmission au partenaire. Je vais prendre des exemples tout simples. La logique, nouveau client, ancien client, c'est pas votre back-office commercial web uniquement qui a l'information, mais c'est également sur une autre base de données, c'est sur un autre système d'information qui est lié à votre activité omnicanal. Donc, vous avez des nouveaux clients qui existent aussi sur les magasins physiques avec la carte de fidélité. Avant même de transmettre cette information aux partenaires, vous voulez pouvoir rassembler ces données en mode client-side, donc en mode script ou pixel, ce n'est pas possible aujourd'hui. En mode server-side, c'est quelque chose qui est possible. L'enrichissement des données qui peut être asynchrone, clairement, on est sur cette action. Si on parle du milieu bancaire ou du milieu financier en règle générale, il y a des logiques de scoring. Le scoring ne se fait pas toujours en temps réel. Donc, ce qui veut dire que le scoring, vous n'allez pas forcément pouvoir le transmettre par le biais du pixel qui est sur la page de confirmation. Par contre, en mode server-side, ce scoring, vous allez pouvoir le transmettre par la suite. Donc, le hit qui est envoyé au partenaire n'est pas forcément en temps réel. Il peut être envoyé en asynchrone, donc il peut être envoyé le lendemain ou sur le lendemain à une période qui est choisie. Et au lieu d'envoyer juste le hit, vous allez pouvoir envoyer le hit enrichi d'informations. Donc, je parle de scoring dans le milieu bancaire et financier. On parle de nouveaux clients dans le milieu retail, l'omnicanalité. Mais on peut imaginer tout un ensemble de dispositifs sur lesquels ce côté envoi côté serveur permettra d'envoyer beaucoup plus d'informations que côté client. Donc ça, c'est vraiment des perspectives intéressantes parce que ça permet de voir que c'est pas juste un moyen de contrer la fin des cookies tiers annoncés par les navigateurs, c'est aussi un moyen d'aller plus loin dans l'envoi des informations qui vont être faites. Donc déjà, vous contrôlez totalement les envois de données. Il n'y a plus de personnes qui sont sur votre site web, sur cette page de confirmation de paiement. Vous allez pouvoir le contrôler et envoyer plus d'informations que ce qui était fait jusqu'à présent. Donc, si tu peux passer à la suite. Donc, sur justement cette logique de perspective, de comment le mettre en place concrètement, avant de répondre à vos questions, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, on organise le 24 juin une deuxième étape de ce webinaire qui est le server-side, pourquoi et comment l'implémenter concrètement. Donc là, du coup, c'est plus sur comment techniquement le mettre en place, comment le paramétrer, tout ce que ça va vous permettre de faire au sens technique. Donc là, ça va être vraiment les mains dans le cambouis, mais de voir concrètement tout ce qui et comment le métier tous ces métiers qui consistaient à accompagner la pose de tags, le suivi des tags sur les sites, vont changer, vont évoluer, vont permettre de faire beaucoup plus de choses avec ce côté server-side, justement avec quand je parlais d'enrichissement de données. Donc la logique, la session du 24 juin permettra de rentrer plus dans le détail de ces parties. Donc, je pense qu'il nous reste 9 minutes. On va commencer à répondre aux questions. Cyril, je te laisse peut-être regarder. Ouais, j'ai commencé à regarder. Il y a, en fait, il y a beaucoup de questions qui concernent la privacy et du coup le consentement et le server-side. Ce que je voulais dire en préambule de ça, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le server-side n'exemple pas du tout du consentement. Le server-side est juste une nouvelle méthode de tracking. Là où on pourrait parler d'action du server-side, c'est dans l'idée de la fin des cookies tiers, qui est quelque chose d'un peu différent du consentement, entre guillemets. Donc, je reprends, par exemple, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions par rapport à ça, notamment, tu vas pouvoir m'aider à répondre, peut-être Christophe, parce que là, ça vous concerne aussi directement. Je pense à la question de Stéphanie. Et donc, en fait, Stéphanie nous demande quelles actions marketing puis-je effectuer avec le tracking server-side, avec un prestataire Affinity, par exemple, sans demander le consentement de l'utilisateur. Donc, avant de te passer la parole, Christophe, pour répondre à ça, je voulais juste préciser que dans une logique où le server-side est juste la méthode, c'est le wagon qui va vous permettre de transmettre les données,
on reste dans l'idée de soumettre les tags et les partenaires au consentement. Donc Facebook, qui a besoin d'utiliser des données assez sensibles en termes de navigation ou en termes d'identifiant ou autre, sera quand même soumis au consentement parce qu'on lui enverra en server-side des informations qui pourraient potentiellement être sensibles. Mais là, du coup, là où il faudrait s'attacher, c'est plutôt à la solution en elle-même. Est-ce qu'elle a une possibilité de travailler en server-side? Donc, de ne pas proposer la possibilité de ne pas utiliser des logiques de lecture, écriture des données du navigateur, de l'utilisateur. Voilà, en fait, c'est la solution en elle-même qui devra relever de l'exemption et pas la méthode avec laquelle on la nourrit. Voilà, j'ai fini sur ce préambule, je te passe la parole. Ouais, tu as bien fait de relever ces questions, parce qu'en effet, il y en a plusieurs. En fait, sur ce point, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut vraiment séparer les données qui sont envoyées aux partenaires de la méthode de transfert des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de tracking par le cookie, la méthode de transfert est le cookie qui nécessite une action d'écriture et de lecture sur le terminal utilisateur qui rentre complètement dans les lignes directrices de la CNIL. Le server-side ne rentre pas du tout dans les lignes directrices de la CNIL en lui-même. Le server-side, il n'y a aucune action d'écriture et de lecture sur le terminal utilisateur. Là où le server-side rentre dans la logique e-privacy, c'est par rapport aux données qui sont transmises aux partenaires. Donc, c'est vraiment une action. En fait, on ne va plus parler des lignes directrices de la CNIL pour le server-side en lui-même. On va parler du RGPD. Mais RGPD au sens large. C'est-à-dire que s'il y a des données personnelles qui sont transmises aux partenaires, par le server-side, là, pour le coup, il faut son consentement. S'il n'y a pas de données personnelles qui sont transmises aux partenaires, les lignes directrices de la CNIL et le RGPD ne s'appliquent pas sur cette partie-là. Maintenant, l'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est en amont du server-side, qu'est-ce qui est utilisé. On parlait de Facebook. Facebook, potentiellement, peut poser quand même des actions d'identifiant au moment du clic. Et donc, on va avoir un identifiant utilisateur. Et ils vont faire ce rapprochement par rapport à un identifiant utilisateur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cohorte et que nous, depuis les RGPD, on a changé de notre façon de suivre les internautes. C'est qu'on va suivre des masses d'internautes qui proviennent d'un affilié et non plus des internautes. Et donc, du coup, c'est quels sont les identifiants utilisés? Est-ce que c'est des identifiants personnels? Est-ce que c'est des identifiants qui n'ont rien de lié à la personne? Et quelles sont les données qui sont transmises aux partenaires? Donc, il faut vraiment séparer dans ces logiques de est-ce que le server-side transmet des données personnelles aux partenaires ou est-ce que c'est des données qui sont totalement anonymes? Dans ces cas-là, le server-side en lui-même n'est vraiment pas du tout concerné par les lignes directrices. Vraiment, les lignes directrices, c'est toute action d'écriture et de lecture sur le terminal utilisateur. Server-side, on n'est même pas en contact avec l'utilisateur. C'est que c'est votre serveur qui envoie, enfin, le serveur de l'annonceur qui envoie au serveur du partenaire. Donc, il n'y a aucun contact avec le site et avec le navigateur, encore moins avec le navigateur de l'utilisateur. Ça, c'est pour vraiment l'action du hit de server-side. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est fait en amont. Si en amont, il y a des poses de cookies, on parlait de version hybride, là, pour le coup, on rentre dans les lignes directrices. Donc, en version hybride, il y a le côté, mais la version hybride va permettre de faire le suivi du multipoint. Donc, pour répondre aux actions, il y avait une question qui était liée au multipoint également. Dès qu'on va rentrer dans une logique de multisession, de multipoint, de parcours utilisateur, là, clairement, on va avoir besoin de poser des cookies, même si c'est des cookies first qui rentrent dans cette logique. Maintenant, si on est dans une action de juste envoyer un hit par rapport à une vente, là, il n'y a pas besoin de cookies pour ça, et là, on rentre pas dans les lignes directrices de la CNIL. Donc, c'est pas simple de répondre. La réponse n'est pas binaire. La réponse, va dépendre des données que vous transmettez et en amont, quelles sont les méthodes utilisées pour enrichir les informations. Si vous faites du multipoint avec des utilisateurs qui ne sont pas logués, là, clairement, ça veut dire que vous allez passer par des logiques de cookies. Alors, quand on parle de cookies, c'est les cookies navigateurs, c'est le local server, c'est toutes les formes d'écriture sur le navigateur. Donc, c'est pas juste le cookie web traditionnel, c'est tout ce qui le cache, tout ce qui va être autour. Tout ça, c'est considéré comme étant les mêmes méthodes d'écriture. Mais les questions à se poser, c'est quoi les données envoyées, c'est quoi les méthodes utilisées en amont, et c'est quoi l'identifiant qui permet de faire le matching. Si c'est un identifiant qui n'est pas un identifiant
personnel, utilisateur, on n'est plus dans les mêmes registres. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut, on est à disposition parce que du coup, on s'arrache comme tout le monde bien les cheveux depuis un peu plus d'un an sur ce sujet des lignes directrices, du RGPD. Comme je disais, en 2018, on avait déjà changé notre tracking pour répondre, mais voilà, il y a plusieurs choses à avoir en tête sur cette partie. Oui, et là, en fait, on a répondu à beaucoup de vos questions parce que j'ai l'impression que c'était l'une des principales interrogations, c'est privacy et server-side. Donc, voilà, comme on l'a dit, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'important, c'est pas le wagon, l'important, c'est les données qui sont importantes. Voilà. On va répondre, je crois il est 58, on va avoir le temps de répondre à une ou deux dernières questions. J'en vois une de Damien. Par rapport à il demandait sur la possibilité de remonter en server-side des données disponibles uniquement côté navigateur. Alors, oui, c'est possible de deux façons. En fait, l'idée, c'est de se dire si le client est capable de remonter ces données donc, qui sont sur son site web ou autre part, ou pas disponibles ou autre, l'idée, c'est que le client puisse les envoyer dans son server-side. Après, côté Commanders Act, on a aussi la possibilité de vous accompagner par rapport à ça en posant un script en client-side qui va vous aider à nourrir vos hits server-side. Donc, qui va enrichir les hits que vous envoyez des données que vous ne pouvez pas remonter techniquement en client-side. Mais a priori, il n'y en aura pas des masses. Mais voilà, ce serait l'idée. On a le temps pour une dernière. Tu veux la choisir, Christophe? Je suis en train de regarder. Ça, on a répondu. Ça, on a vu. Alors, il y a une question qui, du coup, fera venir à la prochaine session pour avoir plus de détails, mais concrètement, quels sont... Attends, hop, je fais ça. Concrètement, quels sont les besoins IT, serveur dev, etc., pour implémenter le server-side? Ça, Cyril, tu pourras répondre plus en détail, mais il y a, comme le disait Cyril, il y a besoin d'un serveur pour justement recevoir le hit de navigation, les hits de navigation et d'action, et après, ce serveur va renvoyer vers les différents partenaires. Et en dev, là, je te laisse répondre, Cyril. Dans l'idée, c'est que ce serait votre serveur à vous, en fait, de votre client, de vous en tant que client, qui enverrait les informations. Donc, en termes de charge, ça va dépendre des informations que vous envoyez. C'est comme une autre question qui demandait, en fait, en termes de gain de performance. C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça va dépendre des tags que vous avez déjà en client-side. Si vous en avez 2000, forcément, le gain de performance sera de plusieurs secondes. Si vous en avez un, le gain de performance sera beaucoup moindre. Ça va dépendre en fait de votre cas d'usage et de ce que vous faites déjà. Et donc, pour revenir à cette idée des besoins IT, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez valoriser. Si c'est des requêtes simples, juste des envois par des variables assez basiques que vous, en termes de dev et d'IT, vous pouvez renvoyer très facilement, ça prend peu de temps et ça ne nécessite pas beaucoup de charge. Si par contre c'est des données complexes qui doivent nécessiter un recalcul ou des choses comme ça va nécessiter plus de temps. Mais on y reviendra, c'est une bonne ouverture, je pense. On va y revenir dans notre prochain webinaire qui va concerner concrètement pour le métier et pour l'IT, qu'est-ce que ça induit de passer en server-side. Voilà. Et je pense qu'on a fini. Yes. Donc, merci à tout le monde. On est à votre disposition pour répondre à toutes les questions, soit auxquelles on n'a pas pu répondre, soit qui n'ont pas osé être posées. La prochaine session, donc, qui permettra de rentrer plus dans le détail, le lien d'inscription vous sera envoyé. Et on est à votre disposition pour regarder tous ces éléments en détail dans votre contexte, parce que comme on disait, s'il y a une adaptation à faire, formule hybride, formule directe et server-side, quelles sont les données transmises par rapport aux questions de privacy,
La réponse n'est pas binaire, donc on est à votre disposition. Tout à fait. Merci à tous et bonne journée. Et puis, on se parle fin juin pour le prochain webinaire. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.